les, les Cherokees habitaient dans les deux Carolines, hein, Caroline du Nord, Caroline du Sud. Et le véritable nom de ce peuple s'appelait Tsalagi. Et les Tsalagi et l'eau sont les ancêtres divinisés. Ce sont eux qui sont venus des étoiles pour apporter la connaissance, les prières, les rituels, et puis aussi les préceptes de santé et de longévité. Vous voyez. Et j'ai eu envie, parce que lorsque vous parlez de quelqu'un, eh bien vous honorez la mémoire de cette personne, même si elle est encore vivante. Alors maintenant, je voulais vous faire passer un autre chant, qui sont un chant d'honneur apache. Parce que mon premier enseignant en 1979 a été un Jean Maclay, qui était un Apache de la Montagne Blanche, qu'on appelle White Mountain Apache. Et je voudrais vous faire écouter ce chant qui est aussi très beau. Alors excusez-moi, je cherche Apache. Vivement de votre présence. Je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas pu entrer. J'ai 1 heure pour vous raconter 50 000 ans. Ça va pas être évident. Je vois Gilles dans la salle qui est assez inquiet. Mais voilà, donc je vais vraiment condenser. Si vous voulez, je voudrais vous présenter ce 11e livre, donc la révolution de la médecine vibratoire. Ce livre, en fait, raconte tout ce que j'ai fait depuis pratiquement 50 ans. Les gens que j'ai rencontrés, les expériences que j'ai observées, et puis aussi la manière dont nous sommes devenus des aveugles, plongés dans la nuit suprahumaine. Nous avons oublié qui nous étions, d'où nous venions, vers quoi nous allions. Et puis peut-être c'est un moment du passage de notre monde, eh bien, de se reconnecter non pas au passé pour vivre le passé, mais au contraire pour apprendre le passé, pour se projeter dans le futur. Parce qu'il y a une tradition qui dit, si tu connais pas ton passé, tu peux pas comprendre ton futur. Voyez. Alors j'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'ai vécu 12 ans, 9 ans à New York et 3 ans à Chicago. Et puis avec mon épouse Liliane, on a vécu 7 ans au Brésil. Mais on a aussi fait beaucoup de choses ailleurs sur la planète. Nous sommes allés une quinzaine de fois dans le Pacifique Sud. Et donc on a vraiment essayé de comprendre l'âme des peuples. C'était pas uniquement apprendre des rituels ou des prières, c'était de comprendre comment ces peuples, certains ont quasiment disparu aujourd'hui, eh bien conceptualisaient le monde dans lequel nous vivions. Alors je suis, et c'est vrai que j'en suis fier, je suis diplômé de Columbia. Columbia, c'est l'une des grandes universités américaines. J'étais un des rares Français à l'époque, puisque je suis arrivé en 1973. Donc arrivé en 1973 dans une Amérique qui était encore plongée dans la guerre du Vietnam, c'était la fin de la ségrégation raciale, c'était le début des premiers mouvements de révolte amérindien en 1972 dans le Dakota, à Pine Ridge. Donc, si vous voulez, ça a aussi été un réveil particulier au niveau sociologique et puis, bien sûr, au niveau spirituel. Alors, c'est vrai que pour moi, ça a été une découverte. J'ai passé un 3e cycle de physique théorique et ma thèse a été la nature du temps en mécanique quantique. C'est quoi le temps? Et donc j'ai été fasciné par le temps, j'ai été fasciné par la manière dont les peuples racines, comme nous les appelons, eh bien, si vous voulez, conceptualisent et vivent le temps. Liliane, elle a une double origine du côté de sa mère. Elle est bretonne, de Pontivy, mais son père, c'est un Algonquin. Enfin, son arrière-arrière-grand-père est un Algonquin, donc si vous voulez de la branche Huronne.
Et donc il reste un village huron, un seul, hein, qui est Wendake, à 30 kilomètres de la ville de Québec. Hein. Les Hurons étaient à peu près 30 000, mais du temps des guerres indiennes, il n'était plus que 300. Et donc les survivants terrorisés ont demandé protection aux Français, et les Français leur ont permis, en les protégeant, hein, donc de construire ce dernier village. Donc, si vous voulez, on plonge aussi dans des racines extrêmement lointaines. J'ai voulu commencer cette conférence parce que c'est aussi une manière, et je le dis, et pour nous c'est fondamental, d'honorer tous ces gens, tous ces peuples. Donc, si vous voulez, on va dire ma nouvelle vie, elle a commencé curieusement, non pas par les vies antérieures, parce que c'est à travers ça que j'ai été connu, mais par ce qu'on appelle the Red Road, hein, c'est-à-dire la route rouge. Et donc, quand je suis revenu en France en 1976, j'avais qu'une envie, c'était de retourner aux États-Unis, mais j'avais qu'un visa d'étudiant. Donc, j'ai eu le pompon. J'ai eu un poste, enfin j'étais responsable de la création de la filiale américaine de la division high-tech d'une multinationale française. Et cette multinationale, eh bien, c'est elle qui fabrique les chars AMX. Donc moi, je travaillais pas pour la division armement, mais je travaillais pour la division high-tech. Donc je suis arrivé, si vous voulez, aux États-Unis. Il y a eu cette histoire, hein, en 1975, où je suis allé dans un village cherokee avec des copains à moi. Et donc, j'ai vu pour la première fois une cérémonie qui a lieu soit tous les ans, soit tous les 4 ans, qui s'appelle le Trail of Tears, le chemin de larmes. Et donc, si vous voulez, les Cherokees ont créé ce qu'on appelle un psychodrame, si vous voulez, pour cicatriser du traumatisme historique, et donc de la déportation d'octobre 1838. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, ça a été un choc. Lorsque je suis revenu en 1978, donc après mes études, 2 ans en France, et revenir aux États-Unis, je voulais recontacter l'Amérique indienne. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, ils étaient confinés dans des réserves, ou alors ils étaient déculturés. Et en fait, j'ai fait partie d'une association culturelle amérindienne à New York, hein, parce que, si vous voulez, vous avez des Arméniens, enfin des quartiers arméniens, italiens. Il y a un quartier où j'ai vécu qui s'appelle Germantown, hein, c'est-à-dire entre la 2e et la 3e avenue vers la 80-85e rue, Manhattan. Et donc, si vous voulez, j'ai donc rencontré cette association culturelle dont je parle dans ce 11e livre. Hein. Je pense à Peter, qui était un Indien Sénéca. Hein. Les Sénécas, ce sont les Tsonontuans. Et donc Tsonontuan, en langue sénéca, veut dire les gens de la grande montagne. Et donc, si vous voulez, j'ai suivi donc les enseignements de Jamaké, ce chaman apache. Et c'est vrai que c'est drôle parce que j'en ai relativement peu parlé à travers tout ce que j'ai fait. Et en écrivant La révolution de la médecine vibratoire, eh bien l'histoire de tous ces peuples est revenue. Nous sommes allés en Polynésie une 15aine de fois. Nous avons rencontré l'un des derniers visionnaires polynésiens qui s'appelle un Hio Hio, si vous voulez, qui est incorporé par les esprits tutélaires. Et donc, il va vous raconter l'histoire de votre famille. On est allé à l'île de Pâques, on a vécu 7 ans au Brésil, on est allé en Amazonie. On est amis avec un chef amazonien qui s'appelle Tinia. Et Tinia veut dire étoile. Et il est le chef des Fulnio. Fulnio veut dire les Indiens de la rivière. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui ne pensent pas comme nous. Et donc, qu'est-ce qu'il nous disait ? Si tu veux nous comprendre, ne viens pas avec ta pensée, ne viens pas avec tes livres, regarde le monde à travers nos yeux. Voyez, et ça, c'était l'un des grands conseils que j'ai pu avoir. Donc, si vous voulez, ce livre, en fait, il puise ses racines dans l'histoire de tous ces gens-là. En 1980-81, je vais rencontrer Kriyananda, hein, qui est un enseignant de la tradition védique de l'Inde, mais que je vais suivre pendant plus de 20 ans. Je vais rencontrer le docteur Yeshidonden, hein, certains
ont connu cette époque. Je l'ai fait venir en France 2 années de suite. Yeshidonden, c'était un icône de la médecine tibétaine. Des milliers de patients cancéreux se sont traînés à Dharamsala pour se faire guérir du cancer. Donc j'ai eu la chance d'avoir Yeshidonden à la maison, qui a dormi à la maison. Voyez, et donc ce sont toutes ces personnes et puis d'autres que je ne cite pas, si vous voulez, qui ont peu à peu forgé une certaine manière de percevoir le monde et surtout, et pour moi c'est un terme important, de le conceptualiser. Alors je voudrais dire immédiatement, nous sommes des êtres hybrides, c'est-à-dire que nous avons un côté dense manifesté, si vous voulez, que la pensée industrielle qui est née à partir du XVIIe siècle a bien développé, mais nous avons aussi un côté vibratoire. Et ce côté vibratoire, il est tout aussi important que le côté physique. Alors vous voyez comment l'ouvrage a germé dans mon esprit. En 1981, je vais rencontrer un psychanalyste jungien qui travaillait sur les vies antérieures depuis la fin des années 60. Donc il avait à peu près 15 ans d'expérience dans l'expérimentation, le vécu et l'observation de ce phénomène. Donc je parle avec ce gars et je lui dis « past lives », c'est ce que je racontais à Gilles Gandhi tout à l'heure, « past lives ». Et il me dit « yeah, we work on past lives ». On travaille sur le phénomène et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc on a un groupe de psychanalystes et on essaie de comprendre pourquoi il y a parfois des rémissions spontanées avec le phénomène donc de gens qui vivent des scénarios qui ne se sont pas produits dans le présent. Et donc, on se réunit tous les mois, toutes les 6 semaines. On est 8 ou 9 psys, il y a 3 psychiatres, il y a 4 psychanalystes, il y a 2-3 psychologues. Et je leur dis, « Can I join ?» Est-ce que je peux me joindre? Et les autres me disent, « Oh, ben, un physicien, on t'aura peut-être des idées que nous, on n'a pas. » Et donc l'aventure sur les vies antérieures a commencé parallèlement à la route rouge. Mais j'étais toujours en poste. Mon secteur, c'était de la frontière mexicaine à l'Alaska. Donc j'ai voyagé sur tout le continent nord-américain, USA et Canada. Donc aussi bien les grandes villes, que ce soit Miami, Los Angeles, Phoenix, je sais pas, Chicago, Vancouver, Montréal, Ottawa, Toronto, mais aussi l'Amérique des campagnes. Et puis bien sûr, j'ai rencontré les premiers Américains, c'est-à-dire les populations amérindiennes. Et je me rappelle, en 1979, j'avais un rendez-vous à Phoenix. Et juste au sud de Phoenix, il a la grande réserve Apache de San Carlos. Et donc je suis allé à San Carlos. Et donc j'ai vu aussi la misère dans laquelle il vivait. Donc j'étais habillé avec une chemise, une cravate, j'avais loué une jolie voiture, je descends de voiture, c'est une réserve qui fait à peu près 80 kilomètres, mais il faut savoir qu'ils avaient des territoires immenses auparavant. Donc je descends de voiture, je prends mon appareil photo, et il y avait quelques baraques et puis des gens qui traînaient. Voilà une vieille femme qui traverse la rue, comme ça, lentement. Alors je la laisse venir, elle me dit « Elle me regarde, puis elle me dit « You cannot photograph misery ». Tu peux pas photographier la misère. Voyez, il y a des moments, ce sont des grands enseignements. Bref, si vous voulez. Donc j'ai mes expériences de vie antérieure au début et je revis la vie d'un moine au XIe siècle. Donc je décris l'histoire de ce moine, je décris l'abbaye, c'est l'abbaye du Bec-et-Loing, à côté d'Évreux, parce que ça j'allais le découvrir après. Donc j'avais donné des détails précis et surtout, si vous voulez, l'histoire de Guillaume le Conquérant avec la bataille de Hastings. Donc j'ai décrit les conditions météorologiques. La flotte était bloquée pendant 3 jours sur les ports de la côte normande à cause du mauvais temps. Mais j'avais même donné des détails extrêmement précis. Et donc je décris la bataille de Hastings avec les Saxons qui dévalent les collines, qui viennent s'embrocher sur les lands de la cavalerie normande. Et puis je vois le carnage, quoi, si vous voulez. Mais pour moi, c'était choquant parce que vous comprenez, il y a des moments où vous dites on sait pas trop. Et j'étais un autre homme. J'étais
si vous voulez, je n'étais plus moi, j'étais à une autre époque quelqu'un d'autre, mais je faisais quand même la différence. 3 ans après, je suis en France et je vais à l'abbaye du Bec-et-Loing. Je téléphone à l'abbaye et c'est le frère Robert, le frère portier. Bonjour, bonjour mon père. Je voudrais passer quelques jours. Ah ben, on n'a pas beaucoup de monde. C'était la semaine des Rameaux, et donc pendant la semaine des Rameaux, j'ai passé 6 jours, hein, si vous voulez, en retraite spirituelle dans cette abbaye. Alors, vous savez, être à 7 heures à la messe de 7 heures du matin avec les moines, c'était des bénédictins qui chantent, quelque part, vous avez les ailes de votre âme qui se déploient. Et donc un jour, je me promène dans la campagne et je vois un paysan qui marche sur le chemin. Et comme ça, j'arrive, et puis je sais pas pourquoi, on dit bonjour, bonjour, et puis on se parle, tu vois. Mais ce que je voyais de loin, il avait un voile noir sur le ventre. Et je me dis, bon sang, le type, il est malade, il a un cancer. Et donc, il arrive, on discute, on échange quelques propos, et puis il me dit alors, vous êtes à l'abbaye? Ben, je dis oui, je passe quelques jours. Bon, ben voilà, ça me permet une réflexion. Enfin, si vous voulez, on élude un petit peu. Hein, on va pas dire je viens parce que j'ai vécu une vie d'abbé ou de moine au XIe siècle, etc. Quoi. Et machinalement ou machinalement pas, je lui dis comment ça va la santé? Et l'autre me dit oh, arrêtez, rigolez pas, j'ai un cancer du côlon. Et je dis ah bon? Bah, il me dit oui, puis en plus ça s'arrange pas. Voyez, alors c'est aussi quelque chose que je raconte. Hein. Donc peu à peu, si vous voulez, les perceptions vibratoires ont commencé. Et ça a été le début d'une autre aventure. Mais je voudrais revenir dans ce qu'on appelle la guérison quantique finalement. Vous savez, quand on parle de guérison quantique, c'est vraiment la restauration d'un univers stable. C'est-à-dire que, si vous voulez, les structures des peuples traditionnels sont fondamentalement différentes. Si par exemple tu es exilé de ton village ou si on te fout à la porte, tu vas pas bien le vivre. Mais il faut savoir que les structures des peuples premiers sont ce qu'on pourrait appeler techniquement, c'est pas un très beau terme, le fantasmatique émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de conscience propre. La seule conscience, c'est la conscience tribale. Ils font partie d'un tout. Tu vois, hein. Lorsqu'on est allé en Amazonie la première fois, j'ai vu bon, c'était un voyage, hein, parce qu'on a mis 3 jours pour arriver dans ce village du bout du monde. Et là aussi, si ça vous intéresse, tu voles en avion, tu vois, t'es à 12 000 mètres, tu vois à perte de vue une étendue verte, et de temps en temps, tu as comme des trous. Tu sais, comme un cancer, quoi. C'est la déforestation. Et donc, avant de partir du dernier bastion civilisé, l'un des bras de l'Amazone, je vois le piroguier, hein, qui était un traditionnel, il est comme ça, devant la rivière, vous voyez, et j'ai vu qu'il méditait, quoi. Hein. Et donc, pendant le voyage, parce que ça dure 14 heures en pirogue, on s'arrête, hein, on a passé la nuit dans une pauvre ferme le long de ce bras de l'Amazone qu'on appelle un iguarape. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, traduit, bien sûr. Hein, j'étais pas traduit par n'importe qui. J'ai été traduit par le consul français de Manaus, hein, tu vois, hein, qui était, lui, notre traducteur qu'on a rencontré d'une manière fortuite. Hein. Et donc, je lui dis, tu as médité, tu as prié. Hein. Il m'a dit, j'ai prié la reina. Je lui dis, la reine? Alors, bien sûr, j'avais compris. Je lui dis, c'est quoi la reine? Il dit, c'est tout ça. Et il me dit, j'ai demandé à la reine qu'elle prenne soin de ces étrangers qui viennent chez nous pour que rien ne leur arrive. Et donc c'est là où je me suis rendu compte aussi à quel point nous avions besoin de réapprendre. Parce que je crois profondément à travers toutes ces expériences, toutes ces personnes que nous avons rencontrées de conditions tellement différentes que nous sommes juste un seul cœur. Et nous avons besoin de le retrouver, nous avons besoin de le comprendre, voyez. Et donc c'est vrai, eh bien, ce que l'on fait, si vous voulez, la guérison quantique finalement, c'est réinstaller une femme ou un homme dans sa propre existence, dans son âme et dans son corps,
voyez, il y a des gens à qui on dit, mais il faut que tu te réappropries ce corps. Il faut que tu te réappropries ce qui t'appartient. Et donc, si vous voulez, pour moi, hein, ça veut dire que le monde, il est désormais en place. Il faut que j'aille vite, parce que comme j'ai qu'une heure, mais qui connaît le cosmisme russe? Le cosmisme russe, je l'ai découvert à l'époque du temps du congrès que j'avais organisé, Physique et Conscience. Il y a eu 1300 personnes au Palais des Congrès de la Porte-Maillot. Et donc j'avais deux pilotes, enfin deux, voilà, parce que louer le Palais des Congrès de la Porte-Maillot, c'est pas exactement gratuit. Donc je me suis dit, si jamais on se plante, j'en ai pour 10 ans à rembourser, quoi. Hein. J'ai eu Edgar Mitchell. Qui est Ed Mitchell? L'astronaute américain qui a été le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Alors déjà rencontrer un astronaute, si t'es pas dans le milieu, sauf si vous voulez, s'il y a une conférence, par exemple par Thomas Pesquet, tu vois, ou un astronaute quelconque, mais là c'est quelqu'un. J'ai été chez lui, j'ai dormi chez lui, je l'ai fait venir en France, on a énormément parlé. Et l'autre, c'était un académicien ex-soviétique, le professeur Kazantcheyev. Et Kazantcheyev, c'était le directeur de recherche clinique et expérimentale de Novosibirsk en Sibérie. Et donc, à l'époque, il y avait 1000 chercheurs à temps plein et 4000 chercheurs à temps partiel qui travaillaient sur les phénomènes paranormaux, tu vois. Et pendant ce temps-là, si tu veux, les bien-pensants à l'Ouest essayaient de voir comment ils pouvaient piéger un système qui, théoriquement, n'existe pas, tu vois. Les Soviétiques et les Russes étaient allés beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, ils ont théorisé que non seulement la Terre est vivante, hein, c'est l'hypothèse Gaïa qui a été développée dès la fin des années 70 par un Anglais, une légende, un scientifique qui s'appelle James Lovelock. Et puis aussi, les Russes ont théorisé que l'univers lui-même était vivant. Et donc on rejoint l'ancienne pensée maya. Il y a un glyphe sur la conscience de la galaxie. La galaxie est vivante. Donc, si tu veux, on bascule des anciens systèmes de pensée les plus reculés de la planète vers des aspects de la science et de la science du futur. Alors, je vous donne rapidement, ce qu'ils ont fait. Les Russes, ils ont observé des phénomènes cosmiques. Par exemple, en 1974, il y a une comète qui s'appelle Schumacher-Levy. Et Schumacher-Levy s'est écrasé sur une des lunes de Jupiter. Et donc, ils savaient exactement à quel moment. Et donc, ils ont fait des mesures dans les hôpitaux, dans les laboratoires des bilans sanguins, s'il y avait plus de monde, moins de monde. Il y a une aberration magnétique dans un endroit qui s'appelle le site de Dickens, et je me rappelle plus exactement où c'est, vraiment dans le Grand Nord russe. Et donc ils ont observé pendant le crash de la comète une inversion magnétique complètement, enfin totale, sur ce site. Et ils ont aussi vu que les boussoles s'affolaient complètement, mais surtout que les montres s'arrêtaient, c'est-à-dire que le temps ne s'écoulait plus, quoi. Tu vois. Et donc ils ont commencé à théoriser que l'univers lui-même était vivant. Maintenant, il y a un groupe de physiciens américains dont je connaissais bien les travaux, dont un homme qui s'appelait Heinz Pagels. Et Heinz Pagels, il est mort en 1988. Hein. Il a eu malheureusement, lors d'un congrès de physique à côté de Boulder, dans le Colorado, il a eu un accident de montagne. Hein. Il est tombé dans un ravin et puis il est mort le lendemain du congrès. Mais lui, il a théorisé qu'au moment du Big Bang, eh bien, il y avait un code cosmique parfait. C'est-à-dire que là-haut, c'est pas n'importe quoi. Il y a une structure cosmique parfaite. C'est un univers bienveillant et élégant. Et donc, ce que l'on essaie de faire, je suis désolé, je fais des longs détours, hein, mais si vous voulez réapproprier ce qu'on appelle la santé à quelqu'un, eh bien, il faut le mettre dans cet univers élégant et bienveillant. Donc beaucoup de gens parlent d'amour, mais nous on parle aussi de bienveillance et d'élégance, voyez. Et donc tout ça, ça a commencé peu à peu à, si vous voulez, à germer dans mon esprit. Alors c'est vrai que, excusez-moi, voilà, je reviens.
Voilà, nous sommes tous quantiques. À l'origine de la physique quantique, eh bien, c'est l'esprit de la de la médecine chamanique, hein. Mais regardez encore, je trouve vraiment que c'est incroyable. Dans la tradition chamanique, il y a donc trois mondes. Enfin, l'univers est fait de trois mondes. Un monde souterrain, peuplé par des esprits tutélaires, un monde physique peuplé par les esprits de la nature, et puis un monde d'en haut avec les esprits sublimés. Donc, si vous voulez, enfin, les traditionnels font bien la différence, hein, parce qu'il y a trois sortes d'êtres investis. Il y a ce qu'on appelle le rebouteux. Tu vois, le rebouteux chez nous, tu vois, il sait réparer des fractures, il sait travailler sur des petites blessures, mais il ne va pas utiliser les prières, les rituels, etc. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle medicine man, medicine woman, hein, l'homme médecine, femme médecine. Donc eux vont utiliser des chants d'appel des esprits avec des frappes de tambour bien précis. Ils vont appeler des esprits bienveillants. Ils vont faire ce qu'on appelle soul retrieval, la récupération de l'âme. La récupération de l'âme, on nous l'a enseigné, c'est un chaman comanche, hein, qui s'appelle Raphaël Quintanilla. Et on a vu comment Quintanilla, eh bien, fait soul retrieval, parce que dans l'esprit de la maladie, dans le monde chamanique, eh bien, la maladie, c'est lorsqu'une partie de l'âme s'en va. Donc, on va faire une récupération de l'âme. Donc, si vous voulez, l'homme et la femme médecine connaissent ces rituels, ces prières. Et puis, il y a ça, une photo que j'ai prise lors du plus grand rassemblement amérindien à Albuquerque, voilà, Albuquerque, au Nouveau-Mexique. 10 000 Indiens en costume traditionnel. Tous les peuples racines du nord du Mexique, de la frontière mexicaine jusqu'à l'Alaska, sont rassemblés dans ce qu'on appelle le pit. Hein, le pit, c'est la grande arène, hein, si vous voulez, comme un stade de l'université du Nouveau-Mexique. Mais là aussi, quand on y était allé, écoutez, vous avez 10 000 Indiens et tu as 1000 blancs, quoi, tu vois. Mais ils sont tous en grand costume. Mais le chaman, lui, c'est un être particulier parce que c'est le voyageur des mondes, ce que l'homme ou la femme médecine ne sait pas faire nécessairement. Donc c'est eux qui insistent là-dessus. Moi, je suis leur interprète. Et donc, si vous voulez, que va faire le chaman, le ou la, hein, parce que voilà. Et donc, ils vont aller dans le monde des plantes, dans l'autre monde, et ils vont dialoguer avec l'esprit d'une plante. Et ils vont demander à l'esprit d'une plante de dialoguer avec l'esprit de la maladie. Mais quand ils m'expliquent ça, je me dis, mais bon sang, mais c'est des transferts d'énergie propres à la mécanique quantique. D'abord, on reconnaît qu'une plante, c'est une intelligence, elle a une énergie propre, et puis on va envoyer l'intelligence de la plante pour dialoguer avec l'intelligence de la maladie. Parce qu'en médecine dite quantique, en médecine dite vibratoire, on a peu à peu compris et découvert, que d'autres avaient découvert avant nous, que la pathologie, c'est d'abord une information. Alors elle se trouve où, cette information? Dans les corps d'énergie. Voyez, on y arrive tout doucement. Voyez, voilà. Donc c'est vrai qu'ils avaient développé tout au long de leur longue histoire des enseignements et puis des cheminements spirituels qui permettent de transcender les strates de la réalité conventionnelle et de faire l'expérience d'une dimension dans laquelle les notions de temps et d'espace et de causalité sont complètement suspendues. Quand on était à Tahiti, on a, enfin là encore, hein, je sais pas ce qu'on fait au bon Dieu, mais on a pu rencontrer des gens, écoutez, des Français de Tahiti qui nous disent « Ah bon, t'as rencontré un Tahoua ?» Les Tahouas sont les chamans traditionnels du Pacifique Sud. Bah, je dis « Je sais pas, il y en a un, son petit-fils, il a un garage, et même ce Tahoua, Giscard a été le visiter. » Ah bon?
Bah oui. Et donc, si vous voulez, on nous avait dit, si tu rencontres un Tawa, il y en a plus beaucoup, c'était AHUA, demande-leur comment ils conceptualisent le temps. Alors écoutez bien, nous allons de la naissance vers notre corps. Mais est-ce que nous, nous traversons le temps? Voyez, nous allons de la naissance vers notre dissolution finale, ou est-ce que c'est le temps qui nous traverse? Est-ce que ce sont des particules hypothétiques liées au temps qu'on appelle le chronon? Donc, quelque part, si tu sais ralentir le flux de chronon qui te traverse, eh bien, tes cellules vieillissent moins vite. Alors ça, c'est 50 ans de réflexion derrière. On l'a vu et revu et revu. Je suis certain que beaucoup de gens ici, sinon tous, vous êtes allés sur des lieux cérémoniels, tu sais, des lieux où souffle l'esprit, comme disait Peggy, mais vous êtes allés sur des sites mégalithiques, vous êtes allés dans des églises particulières, des chapelles, des calvaires, et donc tu vas dire, waouh, ça vibre. Alors c'est vrai que la fréquence change, mais, ladies and gentlemen, eh bien, ce n'est pas uniquement la fréquence qui change, c'est le temps qui se modifie. C'est-à-dire que vous êtes traversé par un flux temporel différent. Et si vous êtes traversé par un flux temporel différent, à ce moment-là, eh bien, tu commences à avoir des perceptions que tu n'avais pas auparavant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait créé une machine qui modifie le temps. Et cette machine s'appelle la chambre d'Isis. Je ne sais pas si on le verra à la fin, mais voilà. C'est-à-dire que sans arrêt, tu vois, tu fais des liens entre le passé le plus lointain et puis les plus grands espoirs liés à des aspects du futur. Donc, on rencontre le papa Ura Ora et on lui dit, c'est comment, le passé, il est où? Alors il dit, le passé, il est devant toi et le futur, il est derrière toi. Non, non, on va vers le futur. Non, vous allez vers le futur, enfin j'espère, hein, vous voyez. Et l'autre, il répond, mais le passé, c'est ce que tu as expérimenté. Ce que tu as expérimenté, tu l'as vu. Et ce que tu as expérimenté, tu l'as vu. Et ce que tu vois, c'est devant toi. Ce que tu n'as pas expérimenté, le futur, tu ne l'as pas expérimenté. Et ce que tu n'as pas expérimenté, eh bien, se trouve derrière toi. Donc, le passé est devant et le futur derrière. Alors, déjà, c'est un peu déroutant, mais tu dis, etc. Et puis ensuite, vous avez les aborigènes. On a la chance de travailler sur des structures aborigènes. Mais ce sont des martiens, quoi. Je vous raconte l'anecdote. On a une avocate tahitienne qui a fait nos formations en France. Donc, elle venait de Papeete pour faire, donc, tu sais, les formations de 2 ans. Alors, quand même, on était respectueux parce qu'elle venait pas de Lunéville en Meurthe-et-Moselle pour venir à Fontjoie en Sologne. Tu vois, elle venait de Papeete, n'est-ce pas, avec l'accent, hein, tu vois. Et donc, elle avait un copain. Son compagnon, c'était un aborigène. Et donc, un jour, il me dit... écoute, elle m'a un peu raconté, elle s'appelle Dani, hein, sa femme l'avocat. Elle me dit, Dani m'a raconté un peu ce que tu fais, etc. Moi, depuis 3 ans, j'ai des problèmes, j'ai des angines à répétition. En plus, j'ai tous mes copains qui me rejettent. Je fais de la photo, hein, parce qu'il faisait aussi de la photo. Il me dit, j'ai 2 copains qui ils fabriquent des t-shirts, ils ont fait 20 000 t-shirts, et en fait, ils m'ont piqué mes photos, je leur ai dit, mais dis donc, c'est à moi, tu pourrais au moins me demander la permission, oh, laisse tomber, t'es intéressé par le fric, etc. Et donc, il me dit, tu crois, hein, tu peux faire quelque chose? Ben, je lui dis, écoute, passe à l'hôtel, puis on va regarder. Donc, il s'allonge. Immédiatement, je vois un serpent arc-en-ciel. Non, d'abord, si vous voulez, oui, je vois un serpent arc-en-ciel. Alors, il me dit, c'est Vangelouk. Alors ça, je me rappelle, j'ai dit, c'est quoi Vangelouk? Il me dit, c'est le père fondateur. Parce que vous savez, chez nous, c'est le serpent, hein, dans la religion chrétienne, c'est l'axe du mal, hein, n'est-ce pas? Eh bien, chez eux, c'est le père fondateur. Tu vois un peu la différence, hein. Et ensuite, je vois un tiki. Tiki, si vous voulez, c'est les statues. Voyez, et je vois un tiki pas très grand, avec des inscriptions et une pleine lune. Il me dit, arrête, il me dit, ce que tu es en train de me décrire, c'est aux îles Marquises. Et donc,
il me dit parce que j'ai accompagné un anthropologue du musée des îles pour faire une campagne photo aux Marquises. Et donc, les inscriptions, on ne les voit qu'au moment de la pleine lune. Donc, je lui dis, écoute, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé chez toi, mais il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Ce tiki, c'est un tiki gardien. Il s'est déchargé dans ta gorge. Alors, c'est là où il me dit, tu peux faire quelque chose. Et c'est là où Van Geluk est apparu. C'était pas avant, quoi. Et donc, je lui dis, eh ben, on va prendre l'énergie de Père Serpent qui se trouve dans ta structure, et puis on va enlever l'information du tiki qui s'est déchargé dans ta gorge. La soirée qu'on a passée chez Danny, je vois sa chaîne ici, et il y a j'entends le didgeridoo. Et je dis, ouais, il faudra que je demande le CD, c'est superbe. Je me retourne, c'était l'aborigène avec un didgeridoo. Et je lui dis, waouh, dis donc, qu'est-ce que tu joues bien. Bon, enfin, etc. Donc, il se passe toute l'histoire, Van Geluk, le tiki, etc. Et on était resté 6 semaines à Tahiti. Le jour du départ arrive, on est dans l'aéroport de Papeete et tout à coup, on entend le didgeridoo. Mais alors le didgeridoo dans l'aéroport, ça arrive. Mais les gens se statufient quoi sur place hein, et disent un didgeridoo, un didgeridoo. Qu'est-ce qu'on voit? L'aborigène en costume traditionnel en train de nous emmener à la porte d'embarquement. Nous, on était en larmes tous les deux. C'est pas uniquement, enfin ça c'est l'anecdote finale, mais c'est surtout, si vous voulez, de comprendre que beaucoup de choses qui nous arrivent, eh bien, commencent d'abord par ces structures vibratoires. Pardon, excusez-moi, je reviens. Voilà. Si vous voulez, pour le chaman, le monde, il est entièrement vivant et sensible. Et donc, c'est un palier de conscience qui nous aide à ramener dans le monde profane les pouvoirs transformateurs du temps et puis de l'espace sacré. C'est-à-dire que nous ritualisons notre existence. Alors ce sont des petites choses au niveau de nos pensées, avoir une bonne pensée pour les gens, laisser un peu de nourriture, faire des petites actions, et puis surtout se rendre compte que nous sommes un bien infiniment précieux parce que nous sommes porteurs de quelque chose qui existe partout dans l'univers, la vie. Voyez et c'est la raison pour laquelle nous devons... alors attendez, comment ça marche? Toc, toc, il veut plus, il veut plus, il veut plus. Voilà. Miaou. Alors, ouais, voilà. Alors, voyez, regardez, hein, l'origine de la médecine canto-vibratoire. Hein. Walk in beauty, marcher sur le chemin de la beauté. Dans les traditions navajo, ils ont créé des cérémonies à laquelle nous sommes allés. Walk in beauty veut dire marcher sur le chemin de la beauté. Ça veut dire, mesdames et messieurs, mourir en bonne santé à un âge avancé. Mourir en bonne santé à un âge avancé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire hein? Eh bien, ils vont utiliser une habitation particulière qui s'appelle le hogan. Vous voyez, c'est un peu la forme d'un igloo. Mais dans les traditions navajo, alors là encore, il y aurait plein de choses à dire sur les navajos, parce qu'en argot castillan, ça veut dire voleur de chevaux. Donc ce n'est pas le nom originel, leur nom originel c'est Diné, c'est D-I-N-E-H. Et aussi curieux que ça puisse paraître, Diné, donc les navajos si vous voulez, eh bien ce sont des Indiens canadiens. Et ça c'est historique, ça a été vérifié historiquement et anthropologiquement et archéologiquement vers le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire vers 1750, 1250, 1280, 30 000 hommes, femmes et enfants sont partis des forêts canadiennes pour aller dans cet endroit où théoriquement il n'y a rien, c'est le sud-ouest américain. Pourquoi? Parce que dans les traditions des peuples racines, eh bien c'est le 4e monde dans lequel nous vivons. Et donc, les 3 mondes précédents ont été détruits par un élément. Et à la fin d'un monde, il y a ce que les Hopis appellent un sipapu et les Mayas un tolan. Et nous, on dirait un vortex. Donc, il y a un vortex qui permet à l'essence de la race de passer d'un ancien monde vers le nouveau monde. Et donc, les visionnaires Diné, si vous voulez, au milieu du XIIIe siècle,
ont perçu que leurs ancêtres de l'ancien monde, eh bien, ont surgi dans le monde actuel du côté de Blanca Peaks. Et Blanca Peaks, c'est dans la région des quatre coins, de Four Corners. C'est-à-dire que vous avez 4 États américains qui se joignent. Hein, c'est Utah, Colorado, Arizona, Nouveau-Mexique. Ouais. Et donc, ils ont dit, nous voulons naître, vivre et mourir là où nos ancêtres ont émergé dans le monde actuel. C'est magnifique, magnifique. Et donc, ils disent que le Hogan, c'est le lieu où sont nées les étoiles, c'est le lieu où sont nés les animaux, c'est le lieu où sont nées les plantes, c'est le lieu où l'univers est né. Donc, je me suis dit, mais c'est dingue. Ils sont en train de... Alors, vous avez donc... ils vont faire des peintures sur sable, voyez. Et donc, les peintures sur sable, si vous voulez, eh bien, ils vont les faire sur le sol et le malade, il est allongé sur le sol. Et donc, il va être baigné dans les énergies qui ont créé la manifestation physique. Donc, qu'est-ce que les Américains à l'université de Phoenix ont fait? Ils ont vu des malades cancéreux qui étaient condamnés par la médecine et qui se sont traînés dans la grande réserve Hopi. Certains en sont venus avec des marqueurs cancéreux considérablement améliorés et d'autres guéris. Donc, ils se sont dit, on va créer une cellule de recherche interculturelle entre la médecine conventionnelle et la médecine chamanique Hopi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est de la médecine quantique. Vous plongez une personne dans les forces créatrices de l'univers, tu vois. Et puis, bon, là, je vais vite, hein, mais c'est pareil. Dans l'ancienne spiritualité pharaonique, eh bien, il y a une conception très proche de l'être humain et de ses structures énergétiques. Ce sont les corps d'énergie qui sont proches des yogis de l'Inde, c'est-à-dire le Ka, le Ba, Ahak, Sahu. Éthérique, astral, mental, causal, ce sont les 4 premiers corps d'énergie. Et puis les 2 derniers, le corps bouddhique, Sambhogakaya, le corps d'émanation du Bouddha. Et puis le corps, le corps divin. Voilà, le corps atmique, pardon. Atma provient de Dieu. Mais ce qui est important pour nous, c'est la structure même. Alors écoutez, réellement, en 40 ans de travail, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un mauvais éthérique et qui dit yeah, I got it. Hein, je suis en forme, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a un bon éthérique, pas mal, et qui dit je me traîne, je vais pas bien, je me sens pas bien. Les deux vont de pair. C'est la raison pour laquelle on parle d'hybridation. Voyez. Donc on pourrait envisager l'existence d'une médecine physique. Donc celle que nous connaissons tous, une médecine éthérique. Donc la médecine éthérique, elle va utiliser des choses que vous connaissez aussi, les fleurs de Bach, hein, les huiles essentielles, donc les informations des plantes vont aller dans le premier corps d'énergie, et puis les dilutions homéopathiques, hein, les corsacoviens par exemple, qui vont aller jusque dans l'astral et parfois encore plus au-dessus, voyez. Donc, médecine éthérique, on pourrait dire c'est la médecine biographique, hein, c'est-à-dire la manière dont nous pensons, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous nous comportons, les pathologies que nous pouvons avoir, qu'elles soient physiques ou alors des dérèglements émotionnels, eh bien, proviennent tout d'abord des conditions et des structures du corps éthérique. Donc, il va y avoir des réseaux mémoriels qui vont structurer des pans entiers de notre vie. Une médecine astrale, donc celle qui prend en compte les réseaux karmiques. Réseaux karmiques, je me rappelle lors d'une rencontre avec le docteur Donden, parce qu'en médecine tibétaine, vous avez, alors sans entrer trop dans les détails, vous avez 4 catégories de maladies. Et il y en a 404 dans chaque catégorie, donc 1016. On n'a pas fini. Hein. Donc la première, ce sont les maladies simples. Vous avez une otite, tu as un rhume, tu as une gastro. Bon, c'est pas très drôle, mais ça passe. La deuxième catégorie de maladies vont être les
les maladies qui touchent des organes plus importants, les reins, le cœur, les poumons, bref, si vous voulez, des choses un peu plus enquiquinantes. Et puis la troisième catégorie, eh bien, ce sont les maladies d'origine karmique. Et puis la quatrième, c'est très particulier, ce sont les maladies liées à des énergies ambiantes, y compris les esprits. Mais la troisième catégorie, maladie karmique. Donc je dis, traduit, bien sûr, parce que lui ne parlait que le tibétain, comment est-ce que vous reconnaissez une maladie d'origine karmique? Il me dit, c'est tout problème qu'on ne peut pas traiter avec tous les moyens que nous connaissons. Et donc là, je me suis rappelé de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière précédemment et qui disent, ils savent pas, ils comprennent pas. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, même, j'ai fait du Reiki, j'ai fait des constellations, j'ai travaillé sur ma vie intra-utérine, etc. Et donc, on commence à soupçonner que peut-être c'est une pathologie d'origine karmique, c'est-à-dire un réseau mémoriel, et là, les réseaux mémoriels, ce sont des réseaux d'énergie qui passent de niveau d'énergie en niveau d'énergie pour s'inscrire au niveau physique, et là, vous avez la pathologie. Alors, curieusement, pendant 2 ans, j'ai travaillé pour une entreprise qui faisait des systèmes radars, une entreprise américaine de Milwaukee dans le Wisconsin. Et donc, tu te rappelles de l'histoire de la zone de coexistence non destructrice. Mais c'est un principe qui est reconnu dans les systèmes radars. C'est 2 grandeurs de fréquences différentes peuvent coexister dans le même quasi-espace, dans le même espace délimité, sans se détruire. Je me suis dit, mais c'est exactement ce qui se passe au niveau éthérique et astral. Le corps éthérique, il a une certaine fréquence, il monte à 80-90 cm. Le corps astral, il descend. Et donc, il y a une zone de filtre. Mais cette zone de filtre, c'est la zone de coexistence non destructrice des systèmes radars. Et devinez ce que vous avez dans cette zone de coexistence, dans ce filtre, les chakras astraux. Parce qu'il y a les chakras éthériques, astraux, mentaux, causaux, etc., etc. Voyez. Et puis donc, voilà. Et puis donc, si vous voulez, les médecines mentales et causales, celles qui constituent une véritable approche de l'âme. On va aller un petit peu plus vite, voyez. Par exemple, j'ai fait un montage, mais là je sais pas trop le faire parce que ça bouge. Donc on va travailler par exemple avec le Bouddha bleu. Alors pourquoi il est bleu? Parce que c'est un Bouddha qui provient d'un univers précédent le nôtre. Alors je raconte cette anecdote dans le prochain livre. On fait un séminaire justement sur les thérapies vibratoires à Paris. Donc il y a du monde. J'arrive dans la salle le dimanche matin. Il y a une femme qui me dit vous pouvez faire quelque chose. Je dis écoutez, j'ai pas trop le temps, je peux pas. Les gens arrivent et je lui dis waouh. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez au bas-ventre? Elle me dit ah, vous avez vu? J'ai vu une espèce de masse. Elle me dit j'ai un fibrome de 11 cm et je dois me faire opérer. Enfin, je rentre à l'hôpital jeudi. Et le vendredi, je passe sur le billard, quoi. Et donc, j'ai dit, écoutez, je peux rien faire, mais je vais vous montrer. On va prendre comme de la glaise lumineuse et vous allez l'étaler sur l'endroit qui va être opéré. Tu te rappelles, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps maintenant. Et je dis, vous allez voir, ça va aider à la cicatrisation et ça peut aussi diminuer les gènes ou les douleurs post-opératoires. Donc je prends mon truc, tu vois, et puis je fais. Alors je donne aucune explication, sauf celle-là. Et tout à coup, je vois le Bouddha de médecine. Et donc je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je dis, Seigneur, elle n'a pas le temps de comprendre. Donc, et je vois des rayons de lumière guérissantes qui sortent du chakra du cœur du Bouddha. Je prends, si vous voulez, cette matière et je l'étale sur le fibrome et je tire le fibrome, je l'extrais et je fais ça, vous voyez, et je le fais dissoudre dans les rayons de lumière émis par le chakra du cœur du Bouddha. Et c'est tout, et je ne dis rien. J'ai dit, écoutez, quand l'opération sera terminée, faites la même chose, vous voyez, vous étalez la glaise, tout ça, etc. Elle m'appelle en fin de semaine, elle appelle le bureau, l'opération a été annulée, le fibrome a disparu. Donc, si vous voulez, ce sont des choses dont j'ai peu parlé, mais je trouve que le temps est venu pour dire, c'est pas du n'importe quoi. Il y a une longue réflexion là-dessus. Alors, je comprends aussi,
Il m'a dit, ça marche à tous les coups. Ah, si ça marchait à tous les coups, ce serait génial. Mais ça marche quand même, si vous voulez, plus que quelques fois. Parce que j'ai repris 3 canons de la pensée scientifique du XVIIe siècle, ce qui est vérifiable, quantifiable et répétitif. Tu comprends, si une fois tu fais un truc, c'est un coup de bol, quoi. Tu dis, ah ben j'étais incorporé par un grand être de lumière, ou je sais pas, c'est le bon Dieu qui m'a parlé, etc. Non, si vous voulez, le surnaturel n'est que du naturel que la science n'a pas encore expliqué. Voilà. Oui. Voilà. Alors, il me reste encore, allez hop, je prends encore un quart d'heure, je gratte un peu, voilà. Si vous voulez, voilà, ben maintenant on arrive sur les thérapies quantiques, les guérisseurs psy, parce que quand toutes ces perceptions ont commencé, c'est vrai que j'ai rencontré les gens qu'il fallait. Donc, j'ai été cobaye dans un labo, parce que j'ai parlé dans mon 3e livre. On m'a mis des électrodes dans la tête, on m'a mis 12 électrodes, et on a utilisé un appareil qui s'appelle un NRS-24. Et le NRS-24, il découpe le cerveau en tranches. Et donc, ils ont vu comment mon cerveau travaillait lorsque j'avais ce que les Américains appellent des éclairs de surlucidité. Et donc, ça a été la question, est-ce que ça s'enseigne ? Alors, je veux vous dire quelque chose. Le phénomène de médiumnité ou de clairvoyance, nous l'avons tous. Tous. Ça fait partie de notre dotation spirituelle. Je vais vous donner un des exemples. Enfin, il y en a 2. Le premier, vous savez que je sais qu'il y a des gens qui ont la tête dure, quoi. Mais vous savez qu'on a tous un caillou dans la tête. Bah oui, on a un caillou, ça s'appelle même la glande pinéale. Parce qu'il y a à peu près peut-être 15 ans maintenant, le département de neurologie de l'université de Sao Paulo au Brésil a, par diffraction, par rayon X, ils ont objectivé que votre glande pinéale, eh bien, c'était un minéral. Et c'est un minéral vascularisé. Et ce minéral, on le connaît, enfin, ils l'ont identifié, c'est de l'apatite. Donc, ils ont aussi pris, parce qu'on est au Brésil, ils ont pris des médiums, ils ont pris des guérisseurs, ils ont pris des gens à capacité spéciale. Et ils ont vu que tous ces gens-là avaient un pourcentage d'atomes d'apatite dans leur glande pinéale plus important que les autres. Donc, encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il ne faut pas s'enfoncer une apatite dans le crâne, mais si vous trouvez des petites apatites, ça coûte quelques euros, il y a la variété gémologique, bon là on monte un petit peu en prix, mais vous le mettez sur le front, elle est juste derrière la glande pinéale, vous allez donc l'exciter. Vous voyez maintenant, la deuxième chose, il y a une science qui s'appelle l'optométrie. Alors l'optométrie n'est pas trop reconnue en France, mais en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, c'est une science. Donc vous connaissez l'iridologie, vous connaissez l'auriculomédecine, vous connaissez la réflexothérapie plantaire, donc vous allez avoir des analyses, si tu veux, de la condition organique de votre corps à travers parce que la cartographie, par exemple, de tous les organes se trouve dans les yeux, les oreilles, sur la plante des pieds. Eh bien, l'optométrie, si vous voulez, au lieu d'avoir l'iridologie, si vous voulez, votre œil qui est grand comme ça, en fait, c'est presque une planète. Donc, l'avancement de l'ophtalmologie moderne et l'optométrie a démontré que nos yeux émettaient de la lumière, plus exactement, une particule qu'on appelle des photons. C'est-à-dire que vraiment, nous émettons de la lumière. Comme lorsque vous êtes en cohérence cardiaque, ou plus exactement, enfin dans notre jargon, on fait de la restructuration neurocardiovasculaire, eh bien, le champ électromagnétique généré par notre cœur, eh bien, traverse nos cellules, mais aussi émet vers l'extérieur. Et donc, nos cellules génèrent des photons biologiques qu'on appelle des biophotons. Et donc, ces biophotons
si vous voulez, passe la barrière de la peau, mais passe aussi, si vous voulez, au travers de toutes nos cellules. Et donc, il y a une régénération incroyable. Donc, réellement, nous émettons de la lumière. Donc, dans un hôpital pilote à Rio, qui s'appelle l'hôpital Saint-Vincent, São Vicente, on a été invité à observer avec le son que j'ai créé, le cardiosmose, un triple pontage cardiaque. Écoute, au bout de 4 jours, la personne était quasiment guérie, quoi, hein. Donc, il est sorti de l'hôpital le 5e jour. Maintenant, si vous voulez, on s'est rendu compte que lorsque vous étiez en cohérence cardiaque, eh bien, vous émettiez plus de lumière qui passait la barrière de la peau. Mais, dans cet hôpital pilote, ils ont créé un département de biophotonique médicale. Et donc, on a rencontré, je dis on, parce que bien sûr, ma complice est toujours avec moi, le professeur Melzer. Et donc, on a longuement parlé avec Melzer et un mathématicien de Pouqui, qui est l'une des 2 universités de Rio. Voyez, donc on a appris des choses fabuleuses. Donc c'est comme ça qu'on a appris que nous émettions de la lumière à travers les yeux, l'optométrie, et à travers notre peau. Et Melzer me dit quelque chose de bizarre. Il me dit, dans certains cas, on a observé que quelques rares personnes n'émettaient pas de lumière. Alors je lui dis, ah bon? Et il me dit non, il semble que les photons ne passent pas la barrière de la lumière. Mais si vous voulez, pour nous, nous vivons dans un univers extraordinairement intelligent. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas, il y a une intelligence stellaire. Et donc, je me suis dit, mais si tu veux, le photon, c'est un peu le facteur, c'est le chronoposte entre les particules. Si vous avez un accroissement biophotonique à l'intérieur de votre corps, tous vos organes vont travailler comme un orchestre symphonique. C'est-à-dire qu'au lieu que vos reins travaillent dans leur coin, le cœur dans son coin, les poumons dans leur coin, le cerveau qui essaie de réunir tout ça, eh bien, vous fonctionnez comme un orchestre symphonique. Tout le monde travaille ensemble. Voyez, et c'est en fait le but caché de la restructuration neurocardiovasculaire. Voyez. Donc voilà, hein, il y a plein de monde. Corps éthérique, corps astral. Le corps éthérique, c'est l'histoire de la personne et ça va de 3 mois fœtal à maintenant. Plus vous montez dans l'éthérique, hein, quand la personne est allongée, si vous voulez, plus vous allez vers le passé de la personne. Et il y a des moments, mais tu sais, c'est fou, quoi, hein. Tu dis, j'ai compris votre problème, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a eu ça, ça, ça et ça. Et il y a une fracture à peu près vers l'âge de 7 ans, parce que. Et donc, cette fracture, elle génère ça, ça, ça et ça, tu vois. Et là, tout à coup, tu rentres dans l'origine vibratoire de la pathologie, d'où le terme de médecine vibratoire. Voyez ? Voilà, puis le corps astral, si vous voulez, ben c'est la perception du corps astral, ce sont les mémoires antérieures. Alors pour la faire ultra bref, vous avez été, enfin je ne le souhaite pas nécessairement, mais vous avez été décapité durant la Révolution française. Si la mémoire se trouve dans le corps astral, il n'y a aucun ressenti. Si de temps en temps vous faites ça, vous voyez, comme ça, tu sais, un peu comme un tic, quoi, hein. Mais si pour des raisons fortuites, les lieux, par exemple, tu sais, on a décapité pas mal place de la Concorde, hein, durant la Révolution, tu vois. Donc, vous habitez en province, vous allez à Paris et vous dites, tiens, je vais aller place de la Concorde. Cette mémoire, elle va s'activer, elle va descendre dans l'éthérique. Et de l'éthérique, l'information va s'inscrire au niveau organique ou pas dans le genou, pas dans votre orteil, mais dans la 3e cervicale. Tu vois, et à partir de ce moment-là, tu prends un abonnement chez l'ostéo. L'ostéo va te dire, eh ben, c'est encore votre 3e cervicale qui s'est mis de travers, hein, parce que, voilà, j'ai mal, etc. Il fallait démémoriser la 3e cervicale, de manière à ce que, si vous voulez, c'est un principe, il y a des ingénieurs dans la salle, c'est un principe de Redemeux. La Redemeux, c'est la résistance des matériaux, tu vois. Tu prends une barre d'acier, tu la tords, la barre d'acier, elle a tendance à revenir. Votre 3e cervicale, elle a tendance à faire la même chose, tu vois. Maintenant, voyons, on continue encore l'histoire, hein. Voyez, médecine non locale et thérapie de l'avenir. Donc, on a encore été plus loin. On a dit,
allez, on va pousser le bouchon un peu plus loin, ça c'est entre nous, on fait de mal à personne. Euh, Vous savez que la téléportation existe, hein, mais pas la téléportation de matière, hein. En fait, je ne sais plus si c'est en 2012 ou 2014, des physiciens, alors maintenant je ne sais plus si c'est à Munich ou en Autriche, hein, mais ils ont réussi à téléporter l'information d'une particule, mais pas la particule elle-même. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut récupérer l'information d'un médicament du futur au temps présent? Donc on a commencé à jouer avec ça. Voyez, tu sais, ce qu'on appelle, enfin, si vous voulez, vous savez que chaque chaque discipline ou chaque métier a un petit peu son propre jargon, quoi, hein. Donc en physique, il y a FIFON. FIFON, c'est la physique fondamentale. Donc on va commencer à dire, mais si on peut faire ça, on va faire ça. Hein, je ne sais plus si c'est Heisenberg ou Schrödinger qui disait, le lundi, le mercredi, le vendredi, j'échafaude de nouvelles théories, et le mardi, le jeudi, le samedi, je les fous en l'air, mais il en reste toujours quelque chose. Donc on s'est un peu amusé avec ça. On a dit, est-ce qu'on peut, si vous voulez, téléporter euh, du futur, hein, des informations d'un médicament qui n'existe pas encore et qui peut être actif au temps présent. Voyez, on va travailler avec des cœurs de lumière, hein, il y a 2 chakras secondaires dans la main. On va travailler avec, donc, si vous voulez, des artifices, hein. Voyez, regardez. Voyez, c'est vraiment. Vous savez que vous vous rappelez au début de la conférence, bon, je fais vite parce qu'il est 16h29, enfin par là. J'avais parlé de cet institut de recherche clinique et expérimentale à Novosibirsk. 1000 chercheurs à temps plein, je n'ai 1000 parce que quand le professeur Kaznacheyev est venu à Paris en 91, il m'a amené une cassette VHS, donc on a vu, quoi. Alors bien sûr, à travers tout ce que la Russie a traversé après, ils ont eu moins de crédits. Mais dès la fin des années 40, la Russie soviétique a consacré des crédits militaires très importants pour la recherche parapsychique. Alors je rentre pas là-dedans parce que si vous voulez en savoir plus, il faut lire Espion Psy, que j'ai préfacé. C'est paru aux éditions du Rocher, mais il y a au moins 15 ans, et vous aurez un éclaircissement sur l'espionnage militaire parapsychique américain. Voyez. Donc, vous comprenez, je voulais vous dire, hein, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On est, voilà, hein, il y en a qui disent, oh, mais tout ça, on ne sait pas, il y a des dérives, il y a ce que vous voulez, etc. Let go, laisse tomber, quoi, hein. Voyez, il y aura toujours des vaches qui regardent le train passer, quoi, hein. Voilà. Non, c'est pas gentil. Bon, voilà. Voyez, donc, euh, non, c'est pas sympa. Voilà. Donc, si vous voulez, la télépathie, elle a été observée dès la fin des années 40 chez les soviétiques, hein. Et donc, il y a un astrophysicien soviétique russe, hein, dont j'ai bien connu les travaux, qui s'appelle Kozyrev, hein. Et Kozyrev a cassé le code télépathique. Donc, en Russie, on ne parle pas de télépathie, on parle des chants de Kozyrev. Donc, en 1994, eh bien, l'Institut, donc, à Novosibirsk, a demandé à plusieurs centaines d'institutions et de labos tout autour de la planète de participer à une recherche télépathique. Donc à certains moments de certaines journées, pendant un quart d'heure, ils envoyaient des symboles. Et donc nous, on devait envoyer des rapports. Donc comme j'avais créé à l'époque l'Institut de recherche physique et conscience, eh bien mon institut avait participé à la recherche russe. Et donc on a vu, si tu veux, que le phénomène de la guérison à distance existe, hein. Le phénomène de l'influence de la prière existe, hein. Si vous avez des gens pour lesquels vous priez, des gens à qui vous envoyez de l'énergie à distance, it works, ça marche, hein. Voyez, voilà. Maintenant, voyez, regardez, voyez par exemple, j'ai essayé de représenter, puis j'arrive tout doucement à la fin, voyez, ouais.
voyez, ici, c'est un nuage mémoriel, tu vois. Donc, tu vas brûler ce nuage. Vous voyez, ici, par exemple, je parle à madame qui est médecin, qui connaît bien mes travaux, hein, tu utilises comment ça s'appelle, la technique du pivert, hein. Le pivert, vous savez comment il fait, quoi. Eh bien, vous prenez un cristal, vous avez un réseau toxique qui provoque un dérèglement physique et vous brûlez, si vous voulez, ce réseau mémoriel. Vous voyez, on travaille, vous voyez, pardon, hein, pardon, hop, 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 voilà, vous voyez, on travaille, vous voyez, par exemple, sur des phénomènes d'arthrose cervicale. Vous voyez ici une tumeur cérébrale, l'arthrose, ici un cancer de la thyroïde. Vous voyez, alors, une fois encore, hein, on parle de médecine alternative, mais c'est pas alternative, c'est complémentaire. On est passé de la médecine conventionnelle vers la médecine du corps-esprit, vers la médecine vibratoire. Donc, il y a des tas de médecins que je connais, il y a des gens importants, et peut-être tout le monde est important, mais il y en a quand même un, si vous voulez, qui nous a beaucoup, beaucoup aidé dans toute cette démarche, c'est Ronaldo Gazola. Alors, pas le footballeur, hein, mais Ronaldo Gazola. Qui était Gazola? Gazola, c'était le ministre de la Santé du Brésil, c'était le secrétaire d'État à la santé. J'ai 5 livres de traduits au Brésil. Un jour, mon éditeur brésilien me dit, il y a le docteur, parce que c'est un chirurgien qui a fait une carrière politique, le docteur Gazola veut te rencontrer. Donc, tu sais, hein, c'est quoi, ça veut dire quoi, etc., quoi. Il avait lu 2 de mes livres, hein, et il voulait me rencontrer. On a rencontré une personne d'une dimension incroyable. Et donc, il nous a emmenés dans un hôpital dont je parle dans le livre qui s'appelle Frère Louis. Frère Louis, Frère Louis. Mais dans cet hôpital, il y a une aile spirit, voyez, et là, on est dans un hôpital d'État, tu vois. Et donc, lorsqu'un malade est considéré comme perdu hein, par la médecine conventionnelle, les médecins se réunissent comme ils se réunissent généralement sur un cas d'un malade, et donc le malade est transféré dans l'aile spirit. Et donc, c'est le docteur Gazola qui nous a emmenés voir une opération spirit à Frère Louis. Donc, il y a 2 médiums qui sont incorporés par des médecins de l'astral. Mais tu sais que c'est dur, hein. On a été invité chez lui à dîner. Il avait invité un autre couple de médecins. L'homme et la femme étaient médecins, donc il y avait lui, son épouse, et puis Liliane et moi, et puis la traductrice qui est devenue une amie, parce que bon, le ministre parlait pas trop bien anglais, puis mon portugais, il était un peu juste. Et donc, si vous voulez, eh bien, je dis à Brigitte, hein, je lui dis, dis donc, il est vraiment ministre. Elle me dit, ah oui, 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 c'est son 2e tour de 4 ans, il est très aimé. Voyez. Et donc, voilà le ministre qui nous emmène voir un médium incorporé par des médecins de l'astral. Hein. Mais même c'est hallucinant, hallucinant, tu comprends. Et nous, ça nous a fait un bien fou. Parce qu'on va dire, ben voilà. Voilà, on n'est plus dans l'à peu près. Alors là, il fallait réfléchir comment il fait, etc. Donc, rien que ça, ce serait une conférence, quoi. Mais voilà, hein, voyez. Voilà. Alors, on arrive tout au bout parce que je vais me faire, ben voilà, imaginer l'intemporalité, voyez. Donc, on a créé les cryptes minérales, voyez, c'est-à-dire sortir hors du temps. Vous vous rappelez au début, si les chronons, c'est-à-dire la particule hypothétique du temps, si vous les passez moins vite, eh bien, théoriquement, vous vieillissez moins vite. Et qu'est-ce qui nous a donné l'idée? Eh bien, c'est un sarcophage. Un sarcophage égyptien, il est fait parce qu'on est allé 23 fois en Égypte. En janvier 23, c'était la 23e fois. Alors, tu sais qu'on est un peu... Parce que l'Égypte, c'est un peu chez nous, quoi. Donc, si vous voulez, le sarcophage, c'est du granit. Mais le granit, c'est fait de quoi? De quartz. Lorsque le prêtre ou l'initié s'allonge dans le sarcophage, il y a des inscriptions de chaque côté à l'intérieur du sarcophage qu'on appelle le livre des portes ou le livre des cavernes. Et donc il va psalmodier des lamentations. On ne dit pas mantra, on dit lamentations en Égypte pharaonique. Mais les ondes sonores vont heurter de chaque côté, si vous voulez, les parois avec les inscriptions qui, elles, émettent une énergie particulière. Et je me suis dit, mais bien sûr,
en physique nucléaire, dans une chambre à bulles, une particule qui se reflète des milliards de fois par sa propre information, elle s'effondre sur elle-même. Donc on a créé une machine avec des miroirs et un laser à l'intérieur, et une personne s'allonge dedans. Vous êtes dans ce qu'on appelle un tunnel quantique, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Alors ça, c'est des choses avec lesquelles on s'amuse, mais voilà, quoi, hein. Voyez, voilà, tunnel de vie, ça on va laisser. Voilà, hein, ça c'est l'intelligence du cœur. On a parlé de restructuration neurocardiovasculaire. Voyez, et comme ça, si c'est le cœur qui prend les commandes, eh bien vous allez penser plus rapidement, réfléchir plus rapidement, prendre de meilleures décisions, et il y a un impact sur la santé. J'ai écrit un livre qui s'appelle La révolution de la pensée intégrale, et la révolution de la pensée intégrale m'a ouvert les portes de HEC. Donc j'étais formateur à HEC. Qu'est-ce que j'ai fait faire aux gens de HEC? De la restructuration neurocardiovasculaire pour penser plus rapidement, réfléchir plus rapidement, avoir de meilleures décisions, etc., etc. Voilà. Et écoutez, c'est tout. Voilà. Et puis ça, c'est une formation. Ah, dis donc. Ouh.